Bonjour à tous, je suis le mythologue et je suis ici pour vous parler de mythes, de contes et de légendes. Certains que vous connaissez peut-être depuis l'enfance, d'autres que vous ne connaissez pas du tout de par votre culture, votre vécu général ou vos expériences, et auquel cas vous vous en sentirez forcément plus savant. Pour cette première chronique, nous allons évoquer un événement majeur de la mythologie grecque, la titanomachie. Esta partido! Ce nom, qui signifie littéralement la guerre des titans, raconte en fait un épisode fondamental de la fondation de l'Olympe, c'est-à-dire du cercle principal des 12 dieux grecs. Attention cependant, beaucoup de ces 12 dieux sont postérieurs à la titanomachie, celle-ci se concentrant principalement sur le destin des enfants de Cronos, pour les garçons Zeus, Poséidon et Hadès, et pour les filles Héra, Hestia et Déméter. Car Cronos était avant Zeus le maître de ces terres, et la titanomachie raconte en fait le passage d'un règne à un autre, de celui de Cronos et ses titans à celui de Zeus et ses Olympiens. Et c'est pas plus mal. Parce que oui, Zeus est peut-être un enfoiré d'infidèle qui trompe sa femme avec des mecs, des filles et des vaches, mais Cronos est bien pire que ça. C'est un putain de psychopathe. Mange ses enfants. Alors, tout d'abord, un peu de contexte pour commencer. À l'aube du monde, le chaos régnait en maître. Puis le chaos engendra Gaïa, la Terre, qui prit la forme d'une planète pour dériver dans l'univers seule et complète. Si seule qu'elle se mit elle-même à enfanter pour avoir de la compagnie. Elle crée ainsi Uranos, le ciel, qui vient se placer au-dessus d'elle, Ouréa les montagnes, qui vient s'allonger sur le ventre de sa mère, Pontos, le fleuve, qui ruisselle sur elle, et Tartare, les enfers, qui restent entre ses cuisses. Ainsi commença la génération des dieux chtoniens. Uranos s'unit ensuite avec sa mère, et Autre temps, Cronos. ensemble ils engendrèrent les 3 hécatonchires, hommes à 100 bras et 100 jambes, les 3 cyclopes, hommes à un seul œil chacun, et les 12 titans ayant ce même amour de l'inceste que leurs chers parents. Oura Youpi. Mais les titans, c'est pas les monstres en carton-pâte qu'on vous a montré dans Hercule, hein. Chut. Silence dans l'assistance. Cependant, Ouranos était un roi égoïste et envisagea vite de tuer ses enfants pour éviter que ceux-ci ne lui volent son trône. Parce que oui, quand toute la famille est immortelle, le seul moyen de succéder à papa, c'est de vérifier combien de choses pointues on peut lui enfoncer dans le cul. Enfin bref, là n'est pas la question. Le truc c'est que Gaïa, leur mère, voit curieusement d'un assez mauvais œil ce genre de pratique, et demande ainsi à l'un des titans de tuer leur père. Ah, les mamans. Et c'est donc Cronos, le plus oedipien de tous, qui accepte la faute tendue par sa génitrice pour aller émasculer et découper son père en petits morceaux. Ah, les papas. Et ainsi il devient le roi des fous, King of the Hill, succédant ainsi à son meurtrier séquestrateur récidiviste de papa. Mais qui sommes-nous pour juger cette clique de dégénérés barbaresques et consanguins? Cependant, Cronos n'est pas si gagnant que ça au final, puisque son père en mourant le maudit à mourir comme lui de la main de son fils. Tu vois mon fils, ceci est un doigt. À présent que le contexte est posé, commence la titanomachie elle-même. Le règne de Cronos est prospère et offre aux hommes de nombreux bénéfices, ce qui donnera plus tard aux auteurs l'idée d'appeler cette période l'âge d'or de la mythologie grecque. Cependant, Cronos n'oublie pas les paroles de son père, et lorsque sa femme Rhea, qui est aussi sa sœur, ai-je besoin de le préciser, lui offre 5 enfants, il décide d'éviter tout risque en les dévorant vivants à la naissance. Cependant, encore une fois, la mère n'est pas d'accord avec ce comportement de tueur en série, et sur les conseils de Gaïa, sauve son dernier fils Zeus en l'interchangeant dans le lange avec une pierre qu'elle donne à manger à son époux. Visiblement incapable de faire la différence entre un galet de 6 tonnes et un enfant de 3 kilos. Ainsi donc, la menace passée, Cronos continue de gouverner le monde du ciel aux enfers, sans se douter que le destin est bien sûr déjà en marche. Rhea, de son côté, met bien sûr son rejeton à l'abri. Elle amène bébé Zeus jusqu'en Crète, où les nymphes le suspendent dans un arbre entre ciel et terre, le rendant introuvable pour son père. Il y passe son adolescence, nourri par le lait de la chèvre Amalthée et bercé par le chant des curettes, des dieux guerriers locaux, dont la voix nous rappelait les meilleurs chants corses. Ainsi passent les années, jusqu'à ce que Zeus, devenu un jeune homme, décide qu'il est peut-être temps de voir l'état de décomposition de sa fratrie. Il se fait engager, sans dire son nom, comme serviteur de Cronos et lui donne un vomitif un soir de repas. Le titan vomit bien vite ses carottes, puis ses enfants, et les 6 s'enfuient de son palais pour se cacher sur le mont Olympe, en vue de faire la guerre à leur père. Celui-ci, furieux que l'on engage n'importe qui dans son palais, appelle ses frères et sœurs à l'aide. Ainsi commence la guerre des titans. Pendant 10 ans, la guerre fait rage entre les titans du mont Otris et les dieux du mont Olympe. Mais malheureusement, l'avantage d'un nom plus ancien, au terme de la décennie, ce sont les titans qui sont les plus proches de la victoire. Cependant, des dissensions résident au sein du clan des titans, et certains comme Thémis, la justice ou Prométhée décident de passer dans l'autre camp. Les auteurs divergent quant au qui, mais l'un de ces 2 titans passa à l'Olympe et donna à Zeus et ses frères une arme décisive pour la victoire. Le traître, ou la traîtresse, lui conseilla de sortir les cyclopes et les hécatonchires du Tartare, où Cronos les avait mis auparavant pour s'en faire des alliés dans leur guerre. Une fois libérés, les cyclopes offrirent alors leur servitude et leurs rêves aux Olympiens, et forgèrent pour les 3 frères 3 armes qui leur apporteraient la victoire. Pour Zeus, le foudre, qui lui permettait de déchaîner le ciel et l'orage contre ses ennemis. Pour Poséidon, le trident, qui lui permettait de contrôler la colère de la terre et de la mer. Et pour Hadès, la cunée,
un casque lui permettant de se rendre invisible. C'est ainsi armé que les trois dieux attaquèrent une ultime fois l'ennemi, gagnant finalement la victoire. Encore une fois, les versions divergent, certains disant qu'ils découpèrent Chronos et le jetèrent à la mer, d'autres qu'ils le bannirent à jamais sur l'île des Bienheureux au-delà du monde. Les autres titans furent condamnés à jamais au Tartare, sauf les quelques traîtres comme Thémis, Océanos ou Prométhée qui, eux, furent épargnés et rejoignirent même l'Olympe pour vivre avec leurs neveux et nièces. Et ainsi commence la légende. La titanomachie occupe donc une place essentielle dans la palette des contes et légendes qui constituent la mythologie grecque, puisqu'elle est le point de départ de nombreuses autres légendes qui, j'en suis sûr, vous parleront plus. Par exemple, Zeus récompensa la chèvre Amalthée qu'il avait nourrie en la transformant en la constellation du Capricorne, et en faisant de sa corne la célèbre corne d'abondance. D'autres mythes y trouvent également leur origine, comme Aphrodite qui naît du mélange du sang et du sperme d'Uranos avec l'eau de mer, ou encore le mythe de Prométhée donnant le feu aux hommes. Tant de futurs sujets potentiels. Merci d'avoir regardé cette vidéo, j'espère la première d'une longue série. Je vous invite à liker la page, vous abonner et me suivre afin de découvrir ou de me faire découvrir des contes et légendes qui parsèment notre belle planète, pleine d'Irlandais. N'hésitez pas à commenter la vidéo, en bien ou en mal, mais surtout en bien, et à m'envoyer des tuyaux, des critiques, des tuyaux quand on t'aime, et que le tacos de Christos